Bonjour et bienvenue. Je suis très heureux de pouvoir passer cette heure de présentation avec vous pour vous présenter le dernier modèle taxoire, le nommé Société immobilière. Je m'appelle Salvatore Rousseau et je m'occupe de la clientèle et de la formation pour la Suisse romande. Je vais vous présenter le dernier modèle fait par les développeurs de Taxware et qui, selon les premières impressions de nos clients suisses-allemands, notamment les banques et grands fiduciaires, se réjouissent d'utiliser ce modèle qui présente des fonctionnalités importantes en matière de calcul et de conseils spécifiques afin de rassurer la clientèle sur les décisions à prendre en ce qui concerne la répartition de leur immeuble, soit en détention privée ou au travers d'une société immobilière. Donc, le modèle traite de la question, est-ce qu'il vaut la peine de créer une société immobilière? À prime abord, ce modèle semble être complexe. Mais si vous lui donnez ce qu'il vous demande, alors vous aurez beaucoup de facilité à le travailler. Assurément, il vous donnera de bonnes réponses en vue de faire un excellent conseil. J'aimerais insister sur le fait que je ne suis pas fiduciaire et que je n'ai pas œuvré à la création de ce modèle. Donc, si je ne peux répondre à l'ensemble de vos demandes, je fais appel à votre compréhension. De toute manière, si vous avez des questions, je me ferai un plaisir de les rediriger vers M. Stéphane Stock, lequel vous répondra, comme à son habitude, de façon professionnelle. Aussi, je vous invite à me transmettre par email par email vos questions, étant donné que le chat n'est pas ouvert. Avant de démarrer, j'aimerais vous informer que je donne un autre webinaire ce jeudi concernant le nouveau modèle taxaire pour la taxation ordinaire ultérieure. Comme vous le savez, depuis 2021, une nouvelle législation est en vigueur dans le domaine de l'impôt à la source. Elle a pour conséquence qu'à partir de la période fiscale 2021, toute personne imposée à la source a le droit de déposer une demande de taxation ordinaire ultérieure jusqu'au 31 mars de l'année suivante. Afin de vous aider à conseiller les clients correspondants, nous avons développé un outil basé sur le web qui vous permet de déterminer rapidement et simplement les conséquences fiscales d'une demande de taxation ordinaire ultérieure. Je mettrai le lien en fin de présentation pour ceux et celles qui souhaitent s'enregistrer. Alors, nous allons directement passer au sommaire. Et je vais enlever donc ma capture de vidéo de votre écran afin de mettre le modèle en plein écran chez vous. Allons donc directement au sommaire. Nous allons introduire de petites explications sur le modèle, puis vous verrez l'objectif posé par ce webinaire. Vous allez découvrir l'ensemble des pages du modèle et enfin, vous allez pouvoir évaluer les différents scénarios entre la détention privée ou la liquidation de la société ou finalement la vente des actions. Au niveau donc de l'introduction ici, donc ce modèle vous aidera à faire des calculs, mais ne pourra remplacer les connaissances que vous avez en matière de droit fiscal et de conseil aux clients. Il s'agit d'un modèle complexe destiné aux professionnels ou aux spécialistes, mais comme dit auparavant, si vous lui donnez ce qu'il vous demande, alors ce sera un jeu d'enfant. Ma présentation va durer plus ou moins 45 minutes, au grand maximum 1 heure. L'objectif. Ce webinaire a pour but de vous présenter la dernière création du logiciel Taxware. Nous allons parler du modèle société immobilière, lequel vous permettra d'orienter vos conseils de façon plus aisée et vous offrira plusieurs informations utiles à votre activité afin d'orienter votre clientèle. Si vous avez des questions, veuillez juste me les faire parvenir par email, il est indiqué sur cette page. Nous allons directement passer au modèle, le temps que je change de fenêtre. Maintenant, vous devriez voir le modèle. Permettez-moi de commencer par l'explication de la navigation dans ce modèle. Tout en bas de la feuille, ici en bas, vous avez des onglets de couleurs différentes. Bleu, donc les bleus ici, celui-là, le vert et le rouge ici. Ce qui est des onglets verts ici, au niveau des onglets bleus, vous avez les informations de bienvenue, les instructions et les impressions ici du document.
Puis, au niveau des onglets verts, vous avez donc des onglets qui permettent la collecte de données de travail. Il faut mettre des informations dans les feuilles données de base, immeubles et évaluation des actions. Les autres feuilles vertes, contiendront des données qui s'afficheront automatiquement après avoir rempli les 3 feuilles évoquées précédemment. Il y a aussi une feuille flux de trésorerie qui vous permet de voir quelle est la situation fiscale et de revenus après impôt si vous attribuez le remboursement du prêt du propriétaire ou des dividendes. Enfin, ici, nous avons toute une batterie d'onglets rouges qui sont les protocoles, donc les documents qui pourront être imprimés et à remettre à votre clientèle si nécessaire ou alors pour alimenter les dossiers. Sur la page de bienvenue, vous avez une première indication ici. Donc, la première indication qui vous permet de voir quelle est la version du modèle. Actuellement, c'est la version 3.0 TW2. Ensuite, vous avez un menu déroulant qui vous permet de choisir la langue dans laquelle vos documents seront travaillés et imprimés. Puis, passons à la feuille Instructions. Vous trouverez sous cette feuille ici 3 parties, les notes professionnelles, la philosophie de calcul et le guide rapide. Ces notes on va commencer avec les notes professionnelles. Donc, elles vous donnent des conseils et des liens qui vous permettent d'aller directement à la source. Ce sont des articles issus de lois ou d'experts, ce que nous avons ici. Par exemple, ici, on vous indique que dans certains cas, la modification peut occasionner une restructuration neutre sur le plan fiscal, notamment lorsque les transferts d'immeubles sont réalisés à la valeur comptable des activités commerciales et indépendantes. Et puis, donc, cette indication ici, elle est appuyée par un lien qui vous amènera directement à la racine égale. Dans la partie 2, donc la philosophie de calcul, elle est la suivante. Le modèle comporte 2 dimensions, c'est-à-dire le transfert et la vente. Il est important de comprendre que la comparaison est basée sur la première année de l'entreprise. Il n'y a pas d'ajustement dynamique au cours des années suivantes. Pour plus de précision, je parle des éléments du bénéfice, des dividendes, des amortissements et réserves qui sont calculés jusqu'à l'année de vente ou de liquidation. Mes résultats seront basés sur les données que j'ai introduites. Par exemple, si je mets que j'amortis mon bien de 2% par année, le système calcule avec ce chiffre durant toutes les années de détention du bien, toutes les années de la période du calcul. On peut par exemple dire, ou alors on ne peut pas dire, plutôt on ne peut pas dire ou on ne peut pas calculer de cette manière. Dire que je mets 2% d'amortissement de 2023 à 2028, puis je mets 3% de 2029 à 2040. L'amortissement que vous mettez ou tous les autres chiffres que vous mettez, c'est valable pour toutes les données et puis c'est valable pour toute la durée de calcul. Au niveau de la troisième partie, ici, le guide rapide, donc la notion du guide rapide vous donne des instructions sur comment travailler avec le modèle. L'idée est de vous montrer comment vous allez naviguer dans ce modèle. Je vous laisserai le soin de consulter au moins une fois le contenu de cette page. Passons directement à la page données de base. Voilà. Vous allez démarrer avec cette feuille de calcul. Cette feuille a plusieurs niveaux que nous allons voir et des indications sur la partie droite, ici, à la partie droite. Ce sont des rappels et des explications liées aux différentes cellules. Pour l'explication du modèle, pour ce webinaire, les cellules ici, elles sont déjà pré-remplies. Vous voyez, il y a des chiffres. Ceci sera beaucoup plus facile pour votre compréhension de mes explications. En préambule, il est utile de savoir que cette feuille ici, donc elle se remplit en 2 étapes. On remplit en première partie, donc la feuille donnée de base, donc celle-ci ici que vous avez là. Et puis, donc, on va aussi remplir en même temps la feuille immeuble. Donc, ces 2 feuilles ici, elles vont de pair. Si vous démarrez votre saisie et que vous mettez rien dans la feuille immeuble, vous allez être bloqué à un certain moment puisque des cellules ne peuvent pas être calculées sans que les données de la feuille immeuble soient remplies. Et on pourrait presque dire, on peut remplir en premier la feuille immeuble, puis la feuille des données.
Mais pour bien maîtriser le modèle, nous allons commencer par la feuille des données. Vous allez comprendre durant le déroulement de mon explication pourquoi je fais de cette manière. Tout d'abord, vous voyez les titres. Ici, nous avons les paramètres fiscaux pour les personnes physiques et personnes morales, les informations supplémentaires pour la personne physique, la personne morale. Nous avons les déductions de sécurité sociale s'il y a des actifs commerciaux et nous avons un bilan ici juste pour l'affichage de contrôle. Alors, pour ce qui est ici des paramètres fiscaux de la personne physique, dans les paramètres fiscaux de la personne physique, vous devez introduire les données usuelles pour justement cette personne-là. Nous allons calculer pour l'année 2023. Il s'agit surtout d'introduire les données sur le domicile privé. Ici, nous avons Neuchâtel, canton de Neuchâtel et donc la ville de Neuchâtel. Vous avez ici déjà les premières implications dans le calcul, puisque le domicile de la personne privée et de la personne morale sont importants. Le montant des dividendes jouera un rôle important sur la fiscalité et sur le flux de trésorerie. Nous avons l'onglet justement flux de trésorerie ici qui sera lié à toutes ces informations. D'ailleurs, tous les onglets sont liés à ces informations, mais c'est ici justement que vous verrez les informations par rapport aux dividendes et au remboursement du prêt du propriétaire. Nous verrons tout ça plus tard. Le domicile, il a également une répercussion lors de la liquidation de la société. Les dividendes seront imposés lors de la cessation de la liquidation selon le taux lié aux dividendes du canton de domicile. Et donc, la domiciliation est importante et impacte directement chacune des feuilles de calcul, notamment la dernière, celle qui est nommée comparaison, ici, que vous avez ici, dans laquelle les comparatifs détention personnes privées, liquidation de la SA ou vente des actions seront calculés et détermineront le choix que vous allez présenter à votre client. Nous verrons tout ça plus tard. Au niveau de la personne morale, ici, donc, il faut également indiquer l'année fiscale et, bien sûr, le domicile joue également un rôle dans les feuilles de calcul. Comme vous le savez, l'imposition sur le bénéfice et sur les dividendes est différente dans chaque canton. Vous verrez dans les différentes feuilles que la fiscalité implique un bénéfice net après impôt différent selon le canton de domicile. Donc, vous donnera un montant de dividende maximal possible à verser qui n'est pas le même, par exemple, à Zoug ou à Lausanne. Nous verrons tout cela dans les prochaines explications. Donc, comme j'ai dit, il sont les paramètres fiscaux en 2023, canton de Neuchâtel, personne mariée, j'ai pas mis de confession, il n'y a pas d'enfant et contribution au troisième pilier, les deux. Et pour la personne morale, 2023, canton Neuchâtel, la commune Neuchâtel, et puis nous avons affaire à une société de capitaux. Passons maintenant aux informations supplémentaires. Donc, comme je l'ai dit, à la personne physique et la personne morale. Les informations supplémentaires pour la personne physique, donc, elles vous permettent d'introduire les données effectives liées à sa situation que vous trouverez dans sa déclaration fiscale. À noter que ce modèle ne calcule pas la répartition fiscale avec l'étranger, mais au besoin, elle peut être calculée avec Taxware, ça vous savez déjà. Sur la partie de droite, vous avez des annotations qui vous permettent de comprendre mieux ce qui est demandé dans chacune des cellules de travail et s'il y a une indication, il est préférable de la lire. Par exemple, ici, nous avons les capitaux propres dissimulés enregistrés sont en outre soumis à l'impôt sur le capital. Au niveau de la personne morale, vous trouverez toutes les données relatives ici au capital action, donc le prêt, ici le prêt du propriétaire, à l'éventuel capital propre dissimulé, les intérêts du prêt, les informations sur le montant maximal attribué en tant que remboursement du prêt du propriétaire. Puis, vous avez les données relatives ici aux frais de création de la société, à la date de transfert des propriétés, lorsque vous prévoyez de transférer les biens dans la société, et le taux de capitalisation qui sert à calculer la valeur de rendement que nous verrons plus tard dans la feuille évaluation action. J'aimerais juste vous montrer quelque chose au sujet du capital propre dissimulé. Vous voyez ici, si vous aviez entré les informations telles quelles, avec ce bilan ici,
Et donc ce prêt du propriétaire là, donc si le prêt du propriétaire ici, on peut l'enlever, on voit qu'il serait ici un déficit de bilan de 7,5 millions. Donc je remets ici mes 7,5 millions là, et je vois que le capital propre présumé manquant, dissimulé, s'élève à 2,30 millions. Donc ici, pour égaliser tout ça, parce que ça ne va pas fonctionner, eh bien, je vais mettre ici mes 2,30 millions. Et là, on voit qu'il n'y a plus de point d'exclamation, ce qui fait qu'on serait en ordre de ce côté-là. Alors, comment est-ce qu'on calcule ce montant? Ce montant, vous le trouvez ici dans l'onglet répartition fiscale de la personne morale. Vous avez ici un bloc jaune. Donc, le calcul, il est fait de la manière suivante. Ça veut dire qu'on va prendre ici les valeurs de transfert des immeubles. Donc, c'était 11 millions, 11 millions 400 000. Les 11 400 000, donc, ils sont multipliés par 80%. On ajoute le capital action en espèces. On déduit ici la somme des dettes hypothécaires et du prêt du propriétaire sans capital dissimulé, donc les 7 500 000. Donc vous voyez si, par exemple, je viens de nouveau dans données de base, j'enlève mes 2,30 millions, ici je reviens dans Rectif PM, ben, il me dit, donc le calcul, puisque j'ai 7,5 millions ici de prêt du propriétaire, que j'ai 2,30 millions qui devraient provenir de capital propre dissimulé. Donc ici, on va les remettre, hein, pour que ce soit beaucoup plus facile au niveau du calcul. Alors, parlons maintenant du remboursement annuel souhaité ici. Donc, vous avez cette cellule donc, qui peut être remplie. Elle concerne le remboursement annuel souhaité. Il s'agit du montant maximal que le propriétaire peut se verser en franchise d'impôt et qui aura une influence sur le flux de trésorerie. On va aussi voir ça plus tard. Pour l'instant, on laisse ça de cette manière. Vous avez également une case importante pour le flux de trésorerie et les éléments financiers liés à la société. Ce sont donc cette case ici, c'est les intérêts sur le prêt du propriétaire. Vous pouvez aussi là mettre le montant que vous souhaitez, bien entendu en conformité avec les directives fiscales. On peut aussi éviter le capital propre dissimulé en changeant quelques données. Par exemple, on pourrait dire ici, je mets 2 180 000, ici 2 180 000, et ici j'enlève mon capital propre dissimulé, et là je mettrai 5 420 000. Et là, vous voyez que ça joue aussi, donc on n'a plus ce genre de situation, donc on n'a pas de capital propre dissimulé. Donc on va remettre tout ça dans l'ordre. Donc sauf erreur, ici j'avais 100 000, là je mets 7 500 000, et puis ici mes 2 30 000. Et là, voilà, on revient comme avant. Bien sûr, toutes les données qui sont indiquées ici dans ces cellules, elles sont discutées avec votre client, notamment celles qui traitent du capital action en espèces et en nature. En ce qui concerne ici donc le bilan, donc le dernier chiffre ici, il doit être égal à 0. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a une erreur de calcul, notamment dans le montant du prêt du propriétaire. Alors, permettez-moi de revenir au prêt du propriétaire. Lorsqu'il y a la création de la société immobilière, des immeubles sont transférés dans la personne morale. À ce moment-là, les immeubles présentent une partie libre qui est considérée comme un prêt propriétaire. Ce montant se calcule de la manière suivante. On va prendre la valeur ici de transfert des immeubles qu'on aura ici justement, donc ces trois là, qui représentent 11 400 000. On va ici, on va soustraire les hypothèques qu'on a là, donc c'est 3 800 000, et puis les avoirs qu'on a à la banque, qu'on retrouve ici justement, donc ces fameux, pardon, ici, ces fameux 50 000, ici.
Et là, vous aurez justement le montant du prêt du propriétaire. Puis, vous avez le montant maximal du remboursement annuel souhaité qui provient du prêt du propriétaire. Ce remboursement se fait au moyen des liquidités de l'entreprise. Et là aussi, comment est-ce qu'on va calculer ce remboursement? Vous voyez ici, vous avez un montant de 262 531 francs. Pour pouvoir rembourser le montant du prêt du propriétaire, il faut que les bénéfices et les liquidités puissent le permettre. Vous allez trouver tout ça toujours dans répartition fiscale des personnes morales, ici à cette ligne, ici remboursement maximum, ici de 262 531. Alors, comment est calculé aussi ce montant? Eh bien, il est calculé de cette manière. Vous avez le bénéfice après première réaffectation des réserves, auquel on ajoute le remboursement ici possible des amortissements. Donc, les 91 532 plus les 171 000 donnent les 262 531. Puis, comme on arrive à ces chiffres-là, vous avez toute une batterie qu'on verra justement après. Alors, une information quand même qui est importante, je reviens ici, là, c'était ce montant-là, ici, le remboursement du prêt du propriétaire n'est pas imposable. Ainsi, il devrait être, en général, je veux dire, en principe, privilégié. On procède en règle générale d'abord au versement du remboursement du prêt du propriétaire, puis on passe au versement du dividende, qui lui est imposé avec une réduction. Alors, si le client se verse le maximum du remboursement du prêt du propriétaire, par exemple, il ne pourra pas se verser de dividende. Donc là, on va voir, par exemple, quelques exemples. Nous avons ici donc 262 531. Supposons, oula, qu'est-ce qui se passe? Là, j'ai rien perdu, c'est tout bon. Supposons ici que nous avons 262 531 et puis que je mette 262 000 francs ici. Alors, si je retourne dans ma feuille répartition fiscale personne morale, eh bien, je verrai ici dans cette ligne que le remboursement effectif est de 262 000 francs et puis que le dividende possible que je peux encore verser est de 532 francs. Ces données, on peut aussi aller les voir dans le flux de trésorerie. Vous avez ici le dividende de la société immobilière qui est égal à 0. Et puis, si maintenant on vient mettre quel est le pourcentage de dividende qu'on souhaite se verser, donc supposons ici 100%, eh bien vous voyez que j'ai que 532 francs. Donc il n'y a plus assez d'argent pour me verser du dividende. On va passer à un autre exemple aussi, donc de nouveau. Je reviens dans données de base, au lieu de 262 000, je mets ici 130 000 francs. Alors ici, donc, je me rembourse chaque année 130 000 francs sur les 262 000 francs. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer ici, par exemple? Le montant de distribution effective, donc on peut prendre de nouveau dans répartition fiscale personne morale. Donc, nous avons ici remboursement effectif de 130 000 et puis nous avons le dividende possible, donc, je peux me verser, qui est de 83 438 francs. Je peux retourner de nouveau dans mon flux de trésorerie ici et puis donc je vois de nouveau que j'ai le dividende qui est à 0, mais si je mets 100% ici, eh bien vous voyez qu'il me met que je vais pouvoir me verser 83 438 francs qui vont venir justement dans la perspective de trésorerie, donc les 83 438 de dividendes plus le remboursement du prêt du propriétaire de 130 000, ce qui fait ici finalement qu'on aura ici un montant qui sera différent. Ça, on verra aussi plus tard. Là. Donc là, je voulais revenir de nouveau ici pour vous montrer que
si je prends ici 130 000, ici, plus les 83 438, pardon, j'arrive à 213 438 francs, ce qui fait qu'on a ici 262 000 ici entre les deux, 262 531 francs de possible. Donc au niveau du remboursement du propriétaire, oui, ce que je veux dire, c'est ça. On a 262 531 francs ici, donc de disponibles. Et puis, entre les deux, les 130 000 et les 83 438, on arrive à 213 438, ce qui fait qu'on a encore assez d'argent. Prenons encore un autre exemple. Donc ici, prenons ici avec 200 000, donc 200 000 francs. De nouveau la même chose. Donc, si on prend ici le dividende possible de 83 438, on aura. Et puis, les 200 000, donc on est encore bon ici. Donc, si on va dans le flux de trésorerie, là, admettons que j'avais 0. Donc, si je mets le 100%, donc on voit que, pardon, on peut se verser uniquement 54 438 francs. Donc, les 200 000 plus les 54 438, ça donne 254 438 francs. Et puis ici, on a à disposition 262 531. Donc là, on est bon. Voilà. Je vais enlever ici ces 200 000 pour qu'on soit juste après encore. Voilà. Données de base. Donc on revient dans les données de base. Et puis, donc là, j'aimerais vous donner quelques informations qui sont en relation avec le remboursement du prêt du propriétaire. Alors, ce prêt peut être remboursé en partie ou en totalité à son propriétaire, et puis il a l'avantage qu'il n'y a aucun impôt lors du montant remboursé. C'est un montant qui vient augmenter le flux de trésorerie en franchise d'impôt. Le montant annuel doit être calculé car il dépend des éléments financiers de l'entreprise. On ne peut pas verser plus de cash que génère l'entreprise et le montant est versé en priorité avec le dividende. Je regarde encore juste quelque chose parce que j'ai eu un problème. J'ai plein de messages qui arrivent. Mais bon, je vois que tout est en ordre. Donc, vous voyez à 100% pour moi, ça joue. D'accord. Donc, je disais, on ne peut pas verser plus que le cash que génère l'entreprise et le montant est versé en priorité avant le dividende. Et ce montant, il dépend du remboursement possible des amortissements de chaque immeuble transféré et du bénéfice après première réaffectation des réserves. Ces deux montants ensemble forment le montant maximal remboursable. Désolé si c'est un peu technique, mais je crois que vous comprenez bien. Donc là, il n'y a pas de souci. Et puis, quelle est l'incidence d'un remboursement maximal et d'un taux d'intérêt plus élevé sur la trésorerie et sur la liquidation ou la vente de la société anonyme? Si vous utilisez le remboursement maximal, vous n'avez plus de possibilité de vous verser un dividende car il n'y a plus de liquidité. Si vous l'utilisez partiellement, vous pourrez vous verser un dividende limité puisqu'une partie est déjà versée sous forme de remboursement du prêt du propriétaire. Le montant du remboursement du prêt se calcule par le remboursement des amortissements et du bénéfice après la première réaffectation des réserves, ça je l'ai déjà mentionné, et lors de la liquidation ou lors de la vente, X années plus tard, les bénéfices cumulés non répartis seront plus bas puisque des bénéfices ont déjà été distribués. L'année de liquidation, elle va présenter une distribution de liquidation plus basse, ainsi le revenu net de la liquidation sera plus bas, et donc les flux de trésorerie seront ou sont différents. En définitive, en conclusion, le flux de trésorerie annuel est impacté directement par le montant du prêt du propriétaire et par le taux d'intérêt. En conclusion, un intérêt plus élevé aura pour conséquence d'augmenter le flux de trésorerie et de distribuer moins de fonds lors de la liquidation de la société anonyme. Par contre, il n'y aura aucune incidence sur la vente des actions de l'ASA. J'espère que vous êtes d'accord avec moi. Nous en avons terminé avec cette feuille ici. Donc, vous voyez, ce n'était pas très sorcier. On va passer maintenant à la feuille immeuble. Tout en haut de cette feuille, donc, vous avez le nombre d'immeubles que vous pouvez introduire. Ici, le système permet d'en introduire jusqu'à 20. Donc, vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci. Pour l'exemple, j'en ai 4 ici. Donc, vous introduisez ici le canton et vous introduisez la commune.
J'en ai deux sur Neuchâtel, donc la partie ici individuelle, et puis les autres biens, donc un autre sur Neuchâtel, et j'en ai un sur Lausanne et un sur Fribourg. Donc, vous pouvez bien sûr choisir le canton et la commune sur la situation des biens, et pour ça, vous avez justement des menus déroulants, toujours comme à l'habitude des modèles taxonomes. Alors, passons directement au système des gains immobiliers des cantons. Ici, le modèle donc, vous indiquera directement si le canton en question est attribué à un canton moniste ou dualiste. Il me semble qu'en Suisse romande, ce sont surtout des cantons dualistes, sauf le Jura, qui lui est moniste. Là, ici, donc, nous avons tous nos cantons que nous avons mis, ils sont dualistes. Puis, vous avez ici quelques champs à renseigner. Alors, c'est ici que vous allez déterminer et faire vos choix. Dans l'exemple, le premier bien est la maison individuelle. Donc, ce bien ici, et donc là, il reste dans le domaine privé, dans l'exemple ici. Par contre, les biens 2, 3 et 4 ici doivent être pris en compte et vous devez dire si oui ou non, ici, vous les attribuez à la fortune commerciale, ici. Si vous les transférez dans la personne morale ou si vous allez considérer les droits de mutation. Dans la fortune commerciale, ici, nous avons l'immeuble 2, ici, celui-là, ici, qui, justement ici, qui est dans la fortune commerciale. Il n'y a pas d'impôt sur le gain immobilier. Par contre, il y aurait un impôt sur le gain immobilier s'il n'était pas dans la fortune commerciale. Comme les deux autres, justement, il y a un impôt sur le gain immobilier que vous allez voir un peu plus bas, qui est impôt sur le gain immobilier ici. Vous voyez, donc c'est ici. Ils sont là. Donc, si vous descendez, vous avez tous les détails, justement. Donc ici, on a dit qu'il y avait. Alors ici, on va maintenant transférer les trois immeubles dans la société et puis nous prenons en compte les droits de mutation. J'attire donc votre attention sur cette légende ici. Donc les droits de mutation aux frais de registre foncier, certains cantons ne les facturent pas lors d'un transfert vers leur propre société. Alors, comme les biens ici 3 et 4 n'entrent pas dans la fortune commerciale, il faudra payer l'impôt sur le gain immobilier et cela fera partie des coûts de mise en œuvre. Et ce sera également le cas pour les droits de mutation. Donc, contrôlez si les droits de mutation sont redevables ou pas. Maintenant, ici, vous avez à remplir certaines informations. Par exemple, la date d'achat de vos biens ici, l'année de construction, le coût d'investissement. Donc ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Les coûts d'investissement doivent être enregistrés, y compris les investissements qui augmentent la valeur. La valeur comptable au transfert, là ici, on l'a pris à 1 million, donc la valeur comptable est de 1,6 million. La valeur vénale des biens immobiliers, la valeur fiscale et la valeur de transfert que vous attribuez. Ici, nous avons aussi une valeur déviante pour les droits de mutation. Ça veut dire que là, il faudra peut-être regarder avec le fisc lorsqu'il n'applique pas les droits de mutation dans le cas d'un transfert de société. Le bien 2, il a été transféré. Donc, la valeur ici de transfert, la valeur de transfert égale la valeur comptable. En règle générale, il faut prendre pour valeur de transfert la valeur vénale. Donc, c'est le cas ici pour les immeubles 3 et 4. Valeur vénale et valeur de transfert. Donc, on a les mêmes ici. Hein. Donc, ça, c'est juste. Dans l'immeuble 2, comme vous pouvez le constater, il est inscrit une valeur ici à 1,6. Donc, 1,6 et 1,6 au lieu justement ici de 2,7. Et là, vous voyez, vous avez un chiffre bleu, donc un chiffre 1 qui est venu. Et ça veut dire que là, il y aura certainement une restructuration neutre sur le plan fiscal. Donc, on dit ici 1 égale oui, donc restructuration neutre sur le plan fiscal appliquée automatiquement si fortune commerciale est transférée
à la valeur comptable. Alors, pour plus de sécurité, nous vous conseillons de consulter le fisc et de faire peut-être un relink avant de décider du montant à prendre en compte. C'est une décision à prendre. Vous pouvez aussi la prendre à la valeur vénale ou une autre valeur. Dans ce cas, vous aurez les droits de mutation plus élevés à payer, ainsi qu'une charge AVS à régler, ce qui, de facto, va augmenter vos coûts de mise en œuvre de la société. Tout ça, on le voit aussi dans ces données ici en bas. On a ça, charge, en fait, donc ici, par exemple, attendez, où c'est qu'il est? J'arrive. Impôt. Faisons l'exercice pour voir. Mais ici, par exemple, 2 millions. Voilà. Donc là, il y a quelques changements qui vont se faire. Déjà, au niveau des droits de mutation, eh bien, ils sont passés à 66 000 francs. Ah, voilà, c'est ici, pardon. Et on a ici l'ABS, donc au transfert de la fortune commerciale de 42 579 francs. Donc ça, c'est quand même important à voir vraiment qu'est-ce que vous mettez comme valeur, parce qu'il en découle d'autres frais. Donc si je remets 1,6 million, vous voyez que l'ABS ici a disparu. Bien, allons ici maintenant à la prochaine donnée. Donc ici, nous avons tout ce qui est hypothèque et intérêt hypothécaire. Donc là, vous avez les montants de la dette hypothécaire, des intérêts hypothécaires qu'il faut entrer pour chacun des biens, ainsi que la partie ici en bas des revenus locatifs, de la valeur locative, des frais d'entretien forfaitaire, de l'entretien effectif et de l'amortissement annuel ici. Finalement, ici, pardon, voilà, et finalement, vous avez ici les données de vente relatives, les données qui sont relatives à la vente des immeubles. Donc ici, bien sûr, c'est que de l'estimation, mais c'est important pour déterminer laquelle des solutions, à savoir tous les immeubles en privé ou en partie en privé et en société, laquelle des solutions pourrait être la meilleure. Mais tout ça, bien sûr, est hypothétique parce que là, on a déjà mis une date de vente en 2045. Et puis, on a des prix de vente finalement qu'on a estimés aujourd'hui. Donc ça, c'est aussi à voir, à bien calculer. Mais je pense que vous, vous aurez toutes les informations pour ce genre de calcul vis-à-vis de votre clientèle. Donc là, vous avez en définitive le nombre d'immeubles que vous pouvez mettre, leur localisation. Ensuite, vous devez prendre ici les fameuses décisions. Vous avez des données sur votre bien immobilier, tout ce qui est dette, revenus locatifs et entretien, amortissement. Donc là, bien sûr, cet amortissement, vous le décidez une fois dans ce calcul-là. Malheureusement, on ne peut pas le changer comme on veut en fil de route, en cours de route, mais ça peut-être que ce sera peut-être quelque chose qui sera discuté une autre fois. Et puis après, vous avez ici, vous avez vu les frais de mise en œuvre en détail par rapport à chacun des biens, les données, comme on a dit, de vente, et puis après, vous avez une partie verte qui est la vente des immeubles en tant que personne privée, la variante ici, si vous liquidez votre société, et puis la variante si vous vendez les actions de l'ASA. Donc vous voyez, donc là, c'est déjà un document qui est assez bien fourni. Maintenant, passons directement à l'onglet ici, répartition fiscale de la personne privée sans société. Donc ici, peut-être c'est important de voir au niveau de cette feuille comment elle est conçue. Donc là, vous avez vos 4 immeubles. Vous avez ici tout ce qui est fortune pour chacun, je veux dire, des immeubles avec donc toutes les informations pour le total au niveau de l'IFD avec les valeurs de répartition, les valeurs fiscales de la vue par canton respectif. Vous avez ici la fortune nette 2, et puis la fortune imposable que vous avez et la fortune déterminante pour le taux. Puis vous avez ici au niveau des revenus, les revenus locatifs,
les frais d'entretien, les amortissements, le revenu net, bien sûr, les revenus de titre, les revenus nets 1 de la fortune, puis on enlève les intérêts, vous avez ce revenu net 2, les déductions sociales, c'est actifs commerciaux, les revenus de l'activité ici, et puis le revenu net, bien sûr, et les différentes déductions, les assurances, tout ce qu'on peut déduire au niveau fiscal, déduction sociale pour participer, par quote-part, le revenu imposable au niveau du canton, et puis le revenu déterminant au niveau ici du donc, total et canton. Puis, vous avez ici le calcul ici de l'impôt, impôt fédéral direct, et l'impôt total. Donc, impôt fédéral plus direct plus ces impôts ici. Puis, vous avez ici les effets avec valeur de transfert, donc l'impôt sur le gain immobilier. Et puis, ici, vous avez uniquement la situation de la vente d'immeuble avec l'année de vente, la valeur vénale, la valeur comptable à la vente, les revenus, les impôts, l'ABS, l'impôt sur le gain immobilier, moins l'hypothèque. Et là, vous voyez quel est le bénéfice net des ventes d'immeubles. Pour autant, je veux dire qu'on reste à ces montants-là. Alors, maintenant, nous passons directement à cet onglet ici, répartition fiscale, personnes privées avec société, et puis répartition fiscale au niveau de la personne morale. Ces deux, ici, ils vont ensemble. Donc, ces deux onglets vont ensemble. Dans le premier, ici, donc, on a la partie privée, donc l'immeuble privé, domicile principal. Et puis, dans l'autre, ici, vous avez tout ce qui est lié aux biens qu'on a transférés dans la société. Alors là, c'est la même chose aussi. Hein. Donc là, vous avez toutes les indications. Ben, vous avez déjà le capital imposable, le bénéfice avant impôt, le calcul donc de l'impôt fédéral direct et le total. Et puis après, ici, de toute votre batterie avec les réaffectations des réserves, vous avez les dividendes, justement, comme on l'a vu avant, avec le remboursement maximum du prêt du propriétaire, les amortissements. Et vous avez ici un résultat intermédiaire à l'année de liquidation en 2045, donc après 21 ans. Vous avez des bénéfices cumulés non répartis, la réserve légale, les amortissements cumulés, le prêt du propriétaire, et puis donc après vous avez ici le solde du prêt du propriétaire en 2045, il y a 7,5 millions parce qu'effectivement on n'a rien mis. Et là vous avez la situation lorsque si vous liquidez la société avec une valeur vénale de 15 millions, vous avez directement ici les recettes nettes de liquidation et puis la partie qui est exonérée d'impôts. Et puis, vous avez la même chose si vous vendez les actions de la société. Je crois que là, on a fait le tour. Donc, on va passer maintenant au niveau de l'évaluation des actions. Regardez, oula, il est déjà 43. Il faut que j'aille un peu plus vite. Au niveau de l'évaluation des actions, donc finalement, c'est à combien est-il possible de vendre l'entreprise? Donc, bien sûr, cette question, elle ne va pas trouver réponse dans cette feuille, mais vous aurez l'avantage de pouvoir estimer quelque chose de plausible. En effet, le logiciel va vous donner de précieuses informations sur les différentes valeurs de comptabilisation. Vous allez trouver la valeur intrinsèque, la valeur de rendement et puis la valeur selon la méthode des praticiens. Mais la vraie valeur, c'est celle qui va être arrêtée lors de la négociation entre le vendeur et l'acheteur. Dans la partie du haut, ici cette partie-là, donc vous avez la méthode de calcul des actions sur la circulaire 28 CIS. Ce qui intéresse ici, c'est la valeur d'entreprise estimée, celle qu'on pense pouvoir vendre. Cette valeur, elle doit être supérieure à celle de la liquidation de la société. Si cette valeur est inférieure, donc au niveau de la vente des actions, alors il est plus rentable de liquider la société. Ici, pour l'exemple, on a mis 12 millions. Et puis, en dessous, vous avez toute une déclinaison de chiffres ici qui vont être repris dans la feuille comparaison qu'on verra après. On passe ici au niveau du flux de trésorerie, donc ça on a un petit peu esquissé avant, mais il y a deux perspectives ici, deux volets, si on peut dire ainsi, la perspective fiscale
et la perspective de trésorerie. Nous avons la perspective fiscale sans société immobilière et avec société immobilière et la perspective de trésorerie sans société immobilière ou avec société immobilière. Donc, de chaque côté, dans la partie supérieure, ici, donc au niveau de la personne privée, hein, donc ici et ici, vous allez trouver les revenus et la fortune imposables pour la situation sans et avec société immobilière, dans la situation de perspective fiscale et dans la perspective de trésorerie. J'espère que vous avez bien compris, mais on va le voir maintenant. Et puis ici, si vous voyez, donc c'est toute cette partie ici, je disais, vous avez toutes ces données-là. Et puis dans la partie inférieure, eh bien là, c'est à l'identique, mais vous aurez ici le total des impôts pour la personne privée. Et puis au niveau de la société, ces montants ici seront reportés dans les flux de trésorerie sans et avec. Et puis ici, justement, donc la même chose au niveau à ce niveau-là. Donc là, vous voyez, par exemple, si on avait, si je reviens ici et puis que je dis, je mets 200 000, par exemple, de remboursement du prêt propriétaire, donc vous voyez, ils sont venus ici, et ces 200 000 sont venus gonfler déjà ici mon flux de trésorerie annuel, si bien que la différence, elle s'est un petit peu réduite entre ça et ça. Et puis, si maintenant je viens encore mettre mon dividende, donc 100%, eh bien, vous voyez, donc le dividende est venu ici, donc je peux verser 54 438, et ils sont venus s'ajouter. Donc, finalement, ici, l'avantage de flux de trésorerie, ben, il est passé de ce côté-là, avec la société immobilière, parce que, justement, j'ai fait ce genre de manipulation. Donc là, voilà, là, on enlève ici. Jusque-là, ça joue. Donc là, comme j'ai dit, perspective fiscale, perspective de trésorerie. Donc là, il faudra travailler entre le remboursement du prêt du propriétaire et le dividende que vous allez attribuer. Après, bien sûr, tout ça aura des répercussions sur la feuille que je vais vous montrer plus tard. Ici, nous avons le timbre d'émission. Donc, moi, j'ai mis 6 500 000 pour la simple et bonne raison que si vous mettez rien, vous voyez, vous avez 65 000, le système le calcule automatiquement. Par contre, ici, 6 500 000, c'est les 7 500 000 de prêt du propriétaire moins le million de franchise, si on peut appeler ça une franchise, hein, donc le million qui est accordé. Donc, ce qui fait 6 500 000, ça représente 65 000 francs d'impôt. Donc là, vous avez justement la totalité des frais de mise en œuvre, impôt sur le gain immobilier, 537, les droits de mutation, 353, les frais de création de la société, et puis le timbre d'émission, qui est modifiable, bien sûr, ça fait des frais de mise en œuvre de 976 500 francs. Et puis, donc ici, vous avez le break-even, donc il faut 20,6 ans pour se rembourser finalement les frais de mise en œuvre. 20,6 ans. Bien, on arrive bientôt au bout. Donc voilà, nous avons ici maintenant la comparaison. C'est ici que vous avez la finalité. Donc sur cette page, vous avez toutes les données qui permettent justement de prendre une décision. Alors on a justement les données qui concernent ici la partie verte qui est justement la donnée en tant que personne privée ici, que vous avez ici. Le bleu clair ici, c'est la liquidation de la société, et puis le bleu foncé, si on peut dire foncé, c'est la vente donc des actions de la société. Donc ici, on a des colonnes, bien sûr. Donc la première, elle est relative à la détention de tous les biens ici chez la personne privée. La deuxième, c'est donc je l'ai dit, donc la deuxième ici, pardon. Ici, c'est la liquidation de la société et puis la vente des actions. Voilà. Donc là, vous avez déjà le bénéfice net de la vente des immeubles dans ce cas-là, ici, en personne privée, avec la société immobilière si vous liquidez ou si vous vendez. Ensuite, vous avez toutes les variables liées à la liquidation de la SA, les recettes nettes de liquidation que vous avez ici.
Et puis, vous avez la situation dans le cas de vente d'actions. Vous avez ici le produit net que vous avez calculé avec les impôts sur le gain immobilier que vous avez ici. Là, on a aussi l'impôt sur les dividendes, l'hypothèque, le total des taxes. Donc, vous voyez toutes ces informations-là. Et puis après, vous avez ici les frais de mise en œuvre. Vous avez de nouveau ce break-even ici. Et puis, vous avez peut-être le frais de trésorerie ici annuel avec ce calcul-là où on n'a pas mis de remboursement de prêts de dividendes et pas d'intérêt, pas de dividendes. On a les flux de trésorerie qui sont cumulés, donc le total intermédiaire, et puis ici, vous avez le total des entrées de fonds. Donc, en tant que personne physique, j'ai 17 millions 6. Si je liquide, j'ai 16 millions 4, et si je vends, j'ai 14 millions. Donc, finalement, dans ce cas-là, on a un avantage de flux de trésorerie pour la vente des immeubles comme personne privée. Voilà, donc là, c'est la fin, si vous voulez, de l'explication. Juste ici, on a un onglet qui vous permet d'imprimer ce que vous voulez. Et puis, vous avez ici le protocole de conclusion. Ça, c'est le protocole de conclusion général que vous avez ici. Donc là, vous avez tout ça qui peut être imprimé. Ça, je vous laisserai aussi, comment dire, le regarder. Nous avons également la situation au niveau des immeubles ici, voilà, le protocole des immeubles, le protocole de la répartition fiscale pour la personne physique, le même sans la société. Attendez, j'ai un petit souci ici. Qu'est-ce que ah là ici, pardon. Voilà. Et puis pour la personne morale. Et puis là, vous pouvez mettre bien entendu des remarques. Donc voilà. Alors, juste pour information aussi, donc vous pouvez demander quand même un module en test. On vous le livre bien entendu gratuitement. On va vous le livrer pour une certaine durée. Pour ça, vous pouvez juste me demander. Alors, je suis arrivé au terme de ma présentation. J'ai fait un peu plus que 45 minutes, donc 52 minutes. J'espère avoir captivé votre intérêt au travers de ce modèle qui est très intéressant. Il y a encore des axes d'amélioration, mais ce qui a été présenté vous permettra sûrement de conseiller votre clientèle avec des chiffres à l'appui, lesquels j'espère vous seront d'une aide essentielle. Si vous avez des questions, je vous invite à me les transmettre par courriel. Je reste à votre entière disposition et vous souhaite de belles simulations avec ce modèle. Juste avant de terminer, il y avait encore le lien, donc ça veut dire le lien d'enregistrement pour le nouveau modèle, donc le module taxeur de taxation ultérieure. Je vais tenter de l'ouvrir et de vous le partager. Voilà, je crois que vous le voyez. Oui, vous le voyez. Donc, si vous allez sur le site de Taxware, vous avez le nouveau module taxation ordinaire ultérieure. Donc, ici, vous pouvez, disons, assurer un accès d'essai au webinaire de jeudi. Pardon. Là, on peut vous le mettre en test, bien sûr. Vous pouvez aussi vous inscrire au webinaire qui a lieu jeudi à 11 h. Donc là, il y a juste à remplir le formulaire. Je ne suis pas un robot. Et puis, donc, inscrivez-vous au webinaire pour en savoir plus. S'inscrire. Donc, vous voyez, il y a encore un bouton ici. Je vous attends toutes et tous et je me réjouis de vous voir. Alors voilà, à tout bientôt et bon appétit, bel après-midi, bon week-end. À tout bientôt. Bye bye.